L'équipage d'un bateau de pêche à l'Espadon de Gloucester, dans le Massachusetts, rentre chez lui avec une cale pleine de poissons. Ils décident de traverser la tempête en ligne droite. Ils n'ont pas le temps de faire le détour. Leur pont est lourdement chargé de barils d'eau potable et de carburant supplémentaire. Leur machine à glace ne fonctionne pas et ils doivent doivent débarquer leur prise. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Andrea Gale navigue droit vers ce qui deviendra la pire tempête depuis 100 ans. Certains diraient la tempête parfaite. L'Andrea Gale, bateau de pêche à coque d'acier de type Western Rig, servait surtout à pêcher l'espadon de l'Atlantique Nord. Les Western Rig sont des bateaux de pêche avec une poupe carrée, une proue fortement inclinée et un pont plat à l'arrière. L'équipage travaille surtout sur le pont arrière, tandis que le capitaine reste dans la timonerie à l'avant. Les Western Rig pêchent l'espadon à la palangre ou des lignes de pêche longues de 40 miles, comportant jusqu'à 1 millier d'hameçons appâtés, sont traînés derrière le navire. Les navires te pêchent pendant des semaines d'affilée et capturent des dizaines de milliers de livres d'espadon à chaque voyage. En 1987, le navire a été modifié pour stocker plus de carburant sur le pont. La poupe a été allongée de presque 1 mètre et le bastingage bâbord ou mur latéral a été rehaussé de presque 1 mètre. La stabilité du navire n'est pas réévaluée après les modifications. Gloucester, Massachusetts est le port d'attache de l'Andrea Gale. Gloucester a plus de 400 ans et possède une riche histoire maritime. Les premiers colons étaient des hommes d'un navire anglais qui ont décidé de rester au lieu de rentrer chez eux après avoir pêché dans l'Atlantique à proximité. La pêche s'est développée à Gloucester après ses premières arrivées, devenant une industrie organisée vers la fin du XVIIe siècle. Dès 1711, les pêcheurs de Gloucester se trouvaient aussi loin que Cap Sable en Nouvelle-Écosse, pêchant à bord de leurs voiliers en bois. Dans les années 1991, quand l'Andrea Gale a quitté Gloucester pour son dernier voyage, un tiers des emplois de la ville dépendaient de la pêche. Construit en 1925 pour le 3e centième anniversaire de la ville, le mémorial des pêcheurs de Gloucester rend hommage aux nombreux pêcheurs disparus en mer. On sait qu'au moins 4000 hommes de Gloucester sont morts en pêchant, mais on pense que ce nombre pourrait atteindre 10 000. Entre 1860 et 1906, 660 navires ont coulé dans l'Atlantique Nord. À cette époque, une tempête pouvait couler toute une flotte d'un seul coup. Mi-septembre 1991, l'équipage de l'Andrea Gale se prépare à quitter le port de Gloucester pour une expédition de pêche. Les navires modernes comme l'Andrea Gale peuvent parcourir d'énormes distances et passer de longues périodes en mer. Ce navire ira pêcher à plus de 1000 miles d'ici, sur les Grandes Bancs. C'est une zone peu profonde à 90 miles au sud-est de Terre-Neuve, où les eaux chaudes du Gulf Stream croisent les eaux froides de la mer du Labrador. L'espadon se nourrit dans les eaux peu profondes, rendant l'endroit prisé des pêcheurs de Gloucester. L'équipage emporte suffisamment de provisions pour un voyage de 40 à 50 jours et il prévoit de ramener une prise qui leur rapportera beaucoup d'argent. Les matelots peuvent gagner 10 000 $ en un seul voyage. Des bateaux comme l'Andrea Gale peuvent gagner jusqu'à 500 000 $ par an. Avant le départ du navire, Linda Greenlaw, la capitaine du navire jumeau de l'Andrea Gale, le Anna Bowden, donne à l'Andrea Gale du carburant et des appâts supplémentaires pour qu'il puisse rester plus longtemps en mer. Ils vont s'assurer de faire une bonne prise. L'Andrea Gale, commandé par Frank William Tyne Jr., compte 6 membres d'équipage. Tyne est surnommé Billy. Billy Tyne a 37 ans. Il a 1 an d'expérience sur l'Andrea Gale, dont 3 mois comme capitaine. Avant l'Andrea Gale, il avait plus de 10 ans d'expérience dans la pêche, dont 5 ans en tant que capitaine. Tyne est né et a grandi à Gloucester, mais il n'a pas toujours été pêcheur. Avant d'être pêcheur, il était charpentier et conseiller en toxicomanie, mais il a quitté ce métier à 27 ans pour gagner plus, grâce à la pêche à l'espadon. Au moment où il a commencé la pêche, il a épousé Jodie Tyne, avec qui il a eu 2 filles, Erica et Billie Jo. Tyne, pêcheur né, était devenu à la fin des années 1980 l'un des capitaines les plus prospères de la flotte d'espadons de Gloucester. Lui et Jodie ont divorcé en 1990. La pêche, c'est un jeu de célibataire. Les équipages partent souvent pêcher 1 mois entier et ne rentrent parfois qu'1 semaine chez eux. Le danger et le stress mettent aussi les relations à rude épreuve, et beaucoup de pêcheurs de Gloucester sont divorcés.
Billy et Jody ont bien divorcé, mais ils se sont réconciliés et ont élaboré un plan pour déménager à Hawaï, dans l'espoir que la pêche, plus sûre là-bas, mettra moins de pression sur leur relation. C'est le dernier voyage de Billy Tyne depuis Gloucester avant leur départ. Avant de partir, il a une conversation téléphonique de 3 heures avec Jody. Ils parlent de leur prochain déménagement à Hawaï et du fait d'emmener leur fille à Disney World. Les conditions deviennent difficiles dans l'Atlantique en septembre, l'été étant fini et le temps plus froid. Travailler à l'extérieur sur le pont d'un navire est beaucoup plus difficile en hiver. L'équipage doit travailler sous de forts vents, de fortes pluies et des températures froides matin, jour et nuit. Ils travaillent en décemment dès qu'ils peuvent pêcher loin. La mer devient plus froide et les gens ne survivent pas longtemps. S'ils tombent à l'eau, dans l'Occidental dans le boss. Les tempêtes menacent aussi, des navires ayant déjà été perdus lors de violentes tempêtes. L'Andrea Gale est un solide navire. Le propriétaire, Bob Brown, pense qu'il n'existe pas de tempête capable de couler ce navire, et Tyne est connu comme un marin courageux qui peut faire naviguer en toute sécurité des navires comme l'Andrea Gale à travers n'importe quelle tempête de l'Atlantique Nord. Et ils sont préparés à une situation d'urgence. Le navire dispose de combinaisons de survie pour tous les membres de l'équipage, d'un radeau de sauvetage pour 6 personnes, d'une balise de détresse Upperb, de 2 radios Very High Frequency, Frequency Modulation d'une radio à bande latérale unique, d'un système Global Positioning System, d'un radar et de 2 récepteurs météo. Le navire est prêt et il quitte Gloucester le 20 septembre 1991, il est lourdement chargé. 2 réservoirs de carburant ajoutés à la poupe en 1987 sont pleins. Ensemble, ils transportent 3800 gallons de carburant en plus. Cela s'ajoute au carburant contenu dans les 2 réservoirs d'origine de 1000 gallons, chacun situé dans la salle des machines. Le navire a aussi 30 fûts de 55 gallons de carburant en plus, stockés sur le pont. 2000 gallons d'eau potable sont stockés dans les réservoirs d'eau intégrés du navire et 10 fûts plastiques supplémentaires de 55 gallons d'eau potable sont entreposés sur le pont avec le carburant supplémentaire. Transporter des fûts supplémentaires de carburant et d'eau n'est pas inhabituel pour un navire de ce type, mais l'Andrea Gale est lourdement chargé et navigue légèrement enfoncé dans l'eau en quittant le port de Gloucester. Il faut presque une semaine à l'Andrea Gale pour rejoindre les grands bancs où ils commenceront leur pêche. Pendant la traversée, l'équipage prépare le matériel de pêche, mange, dort, regarde la télévision et discute entre eux. Ils pêchent intensément au grand banc dans des conditions difficiles, l'équipage travaillant autant d'heures qu'il peut supporter. Ils passent leur soirée, jusque tard dans la nuit, à appâter leur ligne à la main avec jusqu'à 1000 hameçons et à déployer jusqu'à 65 km de ligne. Ils posent la ligne jusqu'à minuit, puis se lèvent à 4 heures pour la remonter. Ils dorment peu et se balancent sans cesse dans leur couchette sur l'océan Atlantique agité. Ramener la ligne de 40 miles, c'est difficile. Un espadon peut peser jusqu'à 1000 livres et ils doivent être hissés à bord du navire à l'aide de crochets. Leur journée consiste à découper et glacer les poissons, organiser le matériel et faire fonctionner le bateau. Ils cuisinent, mangent et se douchent dès qu'ils peuvent trouver un moment. À minuit, la ligne est posée et appâtée et ainsi le cycle se répète. Leur salaire est durement gagné. Les 5 matelots que Tyne a sur son navire sont un mélange de pêcheurs chevronnés et de novices moins expérimentés. Le capitaine Billy Tyne vit sur l'avenue Gloucester, au coin de la rue des Sullivan. Tyne a recruté David Sully Sullivan pour remplacer Adam Randall, qui s'est désisté à la dernière minute. Randall a échappé à la mort cette fois-ci, mais il sera plus tard perdu en mer sur un autre bateau, le Terry. Billy Tyne est un proche ami du frère aîné de Sullivan, Mark. Sully, 29 ans, est le plus jeune et le dernier engagé sur l'Andrea Gale. Cathy, la sœur de Sully, affirme qu'il est un courageux et passionné de pêche. Quelques mois auparavant, Sully se trouvait sur le bateau de pêche Harmony quand il a commencé à couler en pleine nuit. L'équipage du Harmony a appelé un autre navire à l'aide, mais n'a pas réussi à réveiller l'équipage endormi. Sully a plongé dans l'eau glacée, a rejoint l'autre navire et réveillé l'équipage, qui a aidé à sauver le Harmony du naufrage. À 30 ans, Robert Bobby Shatford est l'un des plus jeunes membres de l'équipage. Moins expérimenté que l'équipage, Shatford est déjà bien connu dans la communauté des pêcheurs de Gloucester. C'est le fils d'Ethel Shatford Preston, qui tient le Crow's Nest. Le Crow's Nest est le bar local. C'est là que l'équipage va boire un verre après une sortie de pêche et parfois dormir dans leur chambre. Comme les autres membres, Shatford est attiré par la pêche pour l'espoir de gros gains grâce à une bonne prise.
Sans doute influencé par les histoires des pêcheurs dans le nid de Pie. Chatford a 2 jeunes fils qu'il va laisser à Gloucester. Ils sont avec leur mère, Lisa Chatford O'Brien. Le couple était déjà séparé, Dale Murphy a aussi 30 ans. Originaire de Bradenton Beach, en Floride, Murphy laisse son fils de 3 ans, Dale, avec son ex-femme Deborah pour ce voyage de pêche. Murphy est sur le cuisinier du navire pour cette expédition. Les 2 autres membres de l'équipage sont Michael Bugsy Moran et Alfred Pierre. Moran est légèrement plus âgé que les autres membres de l'équipage, à 36 ans. Comme Murphy, il vient aussi de Bradenton Beach, en Floride. Pierre, 32 ans, vient de New York. L'Andrea Gale a perdu son cuisinier des 2 voyages précédents. Doug Cosco a décidé de ne pas partir pour ce voyage, une décision qui lui sauve la vie. Cosco est un ami de Tyne. Il s'est inscrit pour 3 voyages pendant l'été en tant que cuisinier du navire. Mais lors du 2e voyage, il a eu une expérience spirituelle avec un espadon qui l'a poussé à renoncer complètement à la pêche à l'espadon. Vers la fin du voyage, Tyne appelle Cosco sur le pont pour l'aider à découper et à glacer une grosse prise. Cosco a tué des centaines d'espadons sans jamais y penser. Mais cette fois, il voit les couleurs dans un espadon particulièrement grand. Il se souvient plus tard que, lorsque vous les sortez de l'eau et qu'ils sont encore vivants, ils ont toutes ces couleurs, plus de couleurs que l'arc-en-ciel, et au fur et à mesure qu'ils commencent à mourir, les couleurs disparaissent une à une. Il dit que le poisson l'a regardé et qu'il sait qu'il peut le voir. Il est vieux, Dix, 20 ans. Il le sort de l'eau et sent que le poisson lui dit « S'il te plaît, ne me tue pas, j'ai une famille ». Cosco tue le poisson, mais il a l'impression d'avoir eu une connexion avec lui. Et il se promet à lui-même qu'il ne tuera plus jamais un autre espadon. Après qu'ils aient atteint le port à la fin de ce voyage, Cosco récupère sa paix et disparaît. Il n'a pas pu affronter Billy ni l'équipage au nid de Pie. Il a juste pris un train et est parti. Après avoir appris le destin de l'Andrea Gale, Cosco a commencé à faire un rêve récurrent dans lequel il était piégé à l'intérieur du bateau, le visage collé contre le hublot, regardant dans l'abîme alors que le navire coulait de plus en plus profondément. L'équipage passe des semaines à pêcher sur les grands bancs. Ils pêchent sans relâche, installant les lignes, puis les ramenant jour après jour. Mais la chance n'est pas de leur côté et leur prise est maigre sur les grands bancs. Tyne change de plan et fait naviguer l'Andrea Gale à 300 miles au nord-est pour pêcher sur le Flemish Cap. C'est une autre zone d'eau relativement peu profonde, prisée par les espadons et les pêcheurs. Le 23 octobre, la lune est pleine dans le ciel. L'Andrea Gale pêche sur le Flemish Cap et ramène enfin une grosse prise. Après plusieurs jours de pêche, ils obtiennent enfin la prise attendue. 18 000 kilos de stalefish dans la cale. C'est une cargaison complète et elle pourrait valoir jusqu'à 250 000 $. Mais il y a un problème avec leur machine à glace qui ne fonctionne pas correctement. Sans machine à glace, ils ne peuvent conserver leur prise congelée. Ils doivent retourner immédiatement à terre, sinon ils risquent de perdre toute leur cargaison et le voyage serait une perte de temps et d'argent. Billy Tyne met fin au voyage de pêche et rentre chez lui. Le navire commence son voyage de retour vers Gloucester, soit le 26, soit le 27 octobre. Ils ont été avertis d'une tempête possible sur la route du navire. Une zone de basse pression s'est formée sur la terre au sud du Québec. Ce front froid venant de la côte et de l'Amérique du Nord semble se diriger vers la mer et pourrait se transformer en tempête. Les tempêtes sont courantes en cette saison et Tyne pense que l'Andrea Gale y sera confronté. Il commence le voyage retour et il se dirige directement vers Gloucester. Le 28 octobre, l'Andrea Gale est au début de son voyage vers Gloucester. Les météorologues surveillent à champ la zone de basse pression venant du Québec. Elle se dirige vers la mer. Ils suivent également un ouragan qui s'est formé plus au sud dans l'Atlantique. L'ouragan s'est formé pendant que l'équipage pêchait l'espadon au banc Flemish Cap. Il a commencé comme une zone de basse pression de niveau moyen au sud des Bermudes le 23 octobre. Le 27, il s'est transformé en ouragan et a reçu le nom de Grace. L'ouragan Grace se dirige vers le nord, mais il ne représente pas une menace immédiate. Les ouragans se produisent qu'à cette période de l'année. Habituellement, ils ne vont pas loin au nord et touchent terre dans le sud des États-Unis. Au-dessus des terres, ils s'épuisent seuls. Tyne doit juste surveiller. Il a aussi des préoccupations plus immédiates. Une autre tempête est en train de se former autour d'eux. La zone de basse pression venant du Québec crée des conditions de tempête en mer,
à l'est de la Nouvelle-Écosse, précisément sur la trajectoire de l'Andrea Gale. L'Andrea Gale doit traverser la tempête pour rentrer. Le navire poursuit sa route vers Gloucester. L'ouragan et la tempête commencent à se frôler l'un l'autre, mais rien n'indique que cela soit significatif. Au cours de la journée du 28 octobre, l'ouragan Grace continue de se déplacer vers le nord, au lieu de passer sur la Terre comme le font normalement les ouragans. L'ouragan Grace poursuit sa route plus au nord, et rencontre la lisière la plus à l'ouest de la tempête que traverse l'Andrea Gale. Le front froid de la côte est nord-américaine, à l'origine de la basse pression sur le Québec, bloque désormais l'ouragan et l'empêche d'atteindre la terre ferme. L'humidité de l'ouragan Grace se combine à la tempête. Le système de basse pression au nord maintient l'ouragan à distance. Il influence la trajectoire de l'ouragan en le faisant tourner vers l'est et en direction du centre de l'Atlantique. L'Andrea Gale est à l'abri de l'ouragan et n'a plus qu'à affronter la tempête. Tyne parle aux équipages des autres bateaux de pêche de sa zone par radio. Il vient du nord et se trouve maintenant au milieu de la tempête. Tyne a déjà navigué à travers des tempêtes, mais celle-ci est suffisamment puissante pour qu'il donne un avertissement à tout le monde. Il informe les autres navires qu'ils font face à des vagues de 10 mètres et à des vents de 50 à 80 nœuds par minute. C'est une tempête violente et l'Andrea Gale se bat de toutes ses forces. Il prévient les autres bateaux de pêche. Elle arrive en force, les gars. Tyne et ses hommes doivent affronter la tempête, mais ils pensent pour qu'ils s'en sortiront. Les hommes expérimentés savent gérer une tempête et font confiance à leur navire. L'Andrea Gale fait 22 mètres de long, plus de 6 mètres de large et a un tirant d'eau de 3 mètres. Il est équipé d'un moteur de 365 chevaux avec une 12 nœuds. L'Andrea Gale est un grand navire de plus de 20 mètres. Il faudrait donc une vague d'au moins cette hauteur pour le renverser. Tyne et son équipage continuent tous dans la tempête, prêts à affronter des conditions difficiles. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la situation va devenir bien pire qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Un phénomène naturel exceptionnel va se produire et ils se dirigent vers la tempête la plus puissante du siècle. La conversation radio que Tyne a avec ses collègues capitaines est la dernière chose que quiconque entendra de l'Andrea Gale. Leur position au moment de leur dernière transmission est à 130 miles nautiques à l'est de l'île de Sable. Nul ne sait précisément où se dirige l'Andrea Gale. Tyne allait peut-être en Nouvelle-Écosse pour attendre la fin de la tempête. L'ouragan Grace s'est intensifié. Le 29 octobre, il atteint son intensité maximale. Le satellite CNI évolue près des Bermudes. Sa vitesse de déplacement s'accélère et il devient un ouragan de catégorie 2. Pendant ce temps, la tempête du nord dans laquelle se trouve Andrea Gale évolue également. La crête de haute pression au-dessus de l'est du Canada poussait la tempête vers le sud-est, mais elle la dirige maintenant vers l'ouest. Les centres de la tempête du nord et de l'ouragan sont séparés par une grande distance, mais ils sont proches l'un de l'autre sur les bords et se rapprochent. Gardez à l'esprit que l'Andrea Gale se trouve déjà dans ce que les marins expérimentés considèrent comme des conditions de mer difficiles. Un phénomène météorologique rare, ne survenant que tous les 50 à 100 ans, est en cours. La tempête du nord dans laquelle se trouve l'Andrea Gale et l'ouragan Grace fusionnent pour créer une tempête d'une intensité incroyable. Les énormes tempêtes se combinent et les différentes températures et conditions de chaque tempête créent un gradient de pression incroyable, avec des vents intenses et des vagues exceptionnellement grandes. Ce qui deviendra plus tard la tempête parfaite se forme juste au-dessus de l'Andrea Gale. Le 30 octobre, l'ouragan Grace et la tempête du Nord fusionnent pour former une super tempête. Les conditions en mer sont catastrophiques. Les météorologues signalent des vents soutenus de plus de 50 nœuds avec des rafales atteignant 65 nœuds. Ils signalent aussi des vagues significatives de 9 à 12 mètres avec des vagues plus hautes et des vagues scélérates. Un météorologue, à 264 miles au sud d'Halifax, Nouvelle-Écosse, rapporte une vague de 30,7 mètres Stu. C'est la plus grande vague jamais enregistrée sur le plateau océanique de la Nouvelle-Écosse, le plateau Scotian. Une vague de 30 mètres pourrait facilement retourner l'Andrea Gale, long de 22 mètres. Des vagues déferlant par-dessus le navire pourraient inonder le pont. Il est fortement chargé avec une prise complète, du carburant et de l'eau en réserve. Il navigue bas sur l'eau et le bastingage bâbord qui a été relevé d'1 mètre pourrait piéger plus d'eau sur le pont, rendant le navire vulnérable aux inondations.
Les 29 et 30 octobre, Bob Brown, propriétaire de l'Andrea Gale, tente de contacter le navire par radio sans succès. À 18h15 le 30, il contacte les gardes-côtes pour signaler l'Andrea Gale comme non rentré d'une sortie de pêche. Il leur dit qu'il craint le pire. Après la dernière conversation de Tyne avec les autres pêcheurs, aucune communication de l'Andrea Gale n'a été enregistrée. Aucun appel de détresse, ni signal de la balise de détresse, radio-balise de localisation des sinistres du navire n'est reçu. Le 31 octobre, une opération de recherche est lancée. Le centre des opérations de la garde côtière de l'Atlantique à New York dirige une vaste recherche avec plusieurs agences couvrant la zone des Grands Bancs à Cape Cod dans le Massachusetts. 23 navires et 8 avions de la garde côtière américaine, 3 avions de la marine américaine, 3 avions canadiens et un appareil du corps des Marines participent à la recherche depuis 10 jours. Au 10 novembre, la zone totale fouillée dépasse 109 000 miles carrés. Les recherches sont abandonnées lorsque les chances de retrouver des survivants sont finalement jugées trop faibles. Lors du dernier contact, le navire était à un peu plus de 100 000 nautiques à l'est de l'île de Sable. Il est possible qu'il ait parcouru une grande distance entre le dernier contact et son naufrage. Quelques débris sont retrouvés plus tard échoués sur l'île de Sable, ce qui suggère que c'est dans cette zone que le navire a sombré. Sur l'île de Sable, la découverte principale est la balise de détresse radiobalise de localisation des sinistres du navire. Elle est retrouvée sur le côté sud-ouest de l'île, entièrement opérationnelle, avec l'interrupteur en position arrêt. Nous ne pouvons pas être certains si elle était éteinte lorsque le navire a coulé, mais elle doit être allumée pour s'activer automatiquement si elle se détache de son support. Elle se détachera si le navire chavire ou coule, ou pourra être activée manuellement par l'équipage si nécessaire. Si le navire chavirait ou coulait avec son EPURB éteint, personne ne le saurait. Un autre objet repéré lors de la recherche du navire était un objet orange submergé ressemblant à un tissu qui aurait pu être un radeau de sauvetage dégonflé. La perte de l'Andrea Gale a signifié la perte de membres de la famille et d'amis pour de nombreuses personnes dans la ville de Gloucester. Pour Roberta, la sœur de Billy Tyne, Billy était le deuxième frère qu'elle perdait, l'autre étant mort au Vietnam. Roberta et la sœur de Sully, Cathy, vont parfois boire un verre au Crow's Nest. Cathy Sullivan a appris la disparition de son frère par une amie qui avait entendu une rumeur en ville. Elle expliqua plus tard avoir filmé la tempête sur la côte, fascinée par le spectacle, sans savoir ce que vivait son frère. À ce jour, l'épave de l'Andrea Gale n'a pas été retrouvée. Aucun corps des membres de l'équipage n'a jamais été récupéré. Sans pouvoir voir le navire, il est difficile de dire exactement comment il a coulé. En fin de compte, c'est la tempête massive qui a causé la perte du navire. Il se peut que le navire ait rencontré une vague géante et ait chaviré soudainement. Cela expliquerait pourquoi aucun signal de détresse n'a jamais été reçu. Une vague de 30 mètres a été enregistrée pendant la tempête. Les vagues constantes de 10 mètres qu'il a rencontrées pendant la tempête auraient pu faire chavirer le navire ou le faire couler. Si l'eau ne pouvait pas s'échapper assez rapidement du gaillard d'avance surélevé, alors les vagues suivantes pouvaient aggraver l'inondation. Peut-être que la navigabilité du navire a été compromise par les modifications. Il se peut qu'il ait été déséquilibré par les réservoirs de carburant à la poupe. Il aurait également navigué bas sur l'eau avec ses cales à poissons pleines et ses réserves de carburant et d'eau. Une autre théorie est que la tempête a troublé le carburant dans les réservoirs du navire, ce qui a entraîné une panne du moteur à un moment crucial. Il est facile d'imaginer ce qui aurait pu mal tourner. Ce qui est plus difficile à imaginer, c'est ce que l'équipage a dû ressentir lorsqu'une tempête aussi grande s'est formée juste au-dessus d'eux. L'équipage a été perdu dans une tempête inimaginable, qui ne se produit qu'une fois dans une vie. Vous avez peut-être vu le film En pleine tempête de 2000. Après la sortie du film, de nombreux habitants de Gloucester, dont des proches de l'équipage de l'Andrea Gale, ont contesté la représentation de Tyne et ses hommes. Les films ajoutant souvent un peu de drame. Une autre histoire bien connue que j'ai couverte est celle de Deepwater Horizon, qui a également été adaptée en film que vous avez probablement vu. Je vais laisser un lien vers cette vidéo ici.